Bonsoir à tous, nous sommes de retour en direct pour le débat du vendredi. Vous le savez désormais, chaque semaine, nous débattons des thèmes qui ont fait l'actualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Goulon. Bonsoir, rédacteur en chef d'Entrevue. Jérôme Zano, nous avons deux Jérôme ce soir, animateur chez Voltage. Bonsoir. Et puis Julia Martin, animatrice chez France 3. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Alors, premier thème de la soirée, on y va cash. Miss France, est-ce ringard? Alors qu'aujourd'hui les mentalités évoluent, cela devient de plus en plus difficile de faire un show durant lequel nous jugeons sur le physique de jeunes femmes qui défilent en maillot de bain. Alors Laurent Ruquier a lancé une bombe. C'était samedi soir dans son émission en appelant directement à boycotter le concours Miss France. Vive réaction, bien évidemment, du côté de Sylvie Tellier et de Geneviève de Fontenay. Nous allons évidemment les écouter, mais d'abord, le concours Miss France, stop ou encore? Il faut regarder les audiences. Ça perd 1 million depuis 2016, mais on est quand même autour de 7,4 millions. Les gens sont quand même demandeurs. Après, personnellement, moi, je trouve que c'est un peu un concours qui est un petit peu archaïque. Mais je suis tombé sur un chiffre au niveau des audiences qui m'a fait halluciner. En 2019, 7,4 millions de téléspectateurs, 68% des 15-24 ans. Et en fait, c'est ce chiffre-là, moi, qui m'a... C'est les jeunes qui regardent souvent avec des amis, d'ailleurs, en soirée, un peu... Alors qu'on se dit que c'est archaïque, mais finalement, on voit que pratiquement 70% des moins de 24 ans étaient devant Miss France. Enfin, c'est hallucinant. Mais encore. Moi, je dirais compliqué parce que c'est pas forcément un programme que moi j'apprécie particulièrement. Ouais. En tant que femme, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions qui ont été apportées, des aménagements qui ont été apportés. On sent dans le discours des prétendantes qu'il y a quand même une culture générale qui est mise en avant et pas seulement un physique. Mais je pense que si les jeunes regardent aussi, c'est parce que c'est une soirée événementielle où il y a les jeunes, il y a les familles, un peu comme l'Eurovision. Ce type de programme, c'est vrai que c'est rassembleur et qu'on aime être devant cette télévision le samedi soir aussi pour s'amuser, à taquiner, se moquer un petit peu des candidats qui trébucheraient Ce serait pour se moquer, en fait. C'est même pas pour rêver, là. Titiller, mais gentiment. D'accord. Voilà, c'est pas non plus dans le cadre d'être méchant. Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de ce concours? Est-ce qu'il faut arrêter Miss France? Non. Est-ce qu'il faut le moderniser? Je dis oui. On est en 2019. La première Miss France, elle a été élue en 1920. Le concours va avoir 100 ans. Et on est en 2019 et les filles qui participent à Miss France n'ont pas le droit de faire des photos où on voit 1 mm² de sein. Elles n'ont pas le droit d'avoir de tatouage. Il faudrait qu'elles soient vierges, qu'elles n'aient pas de copains, qu'elles soient célibataires. Qu'elles soient vierges? J'exagère un peu. Ah, d'accord. Excusez-moi, je suis au premier degré. C'est la fiancée de la France. Voilà. Les filles quasiment ont un compagnon. Il faudrait qu'elles n'aient pas de compagnon, qu'elles n'aient jamais fait de photos. Donc c'est vrai qu'il y a un côté ringard. Il y a un autre truc extrêmement ringard aussi, et complètement hypocrite. C'est le test de culture générale. Mais moi, j'adore ça. C'est un prétexte pour vous? Évidemment que c'est un prétexte. Vous voulez vraiment faire un test de culture générale et choisir les Miss selon leurs connaissances. Pas de problème. Vous faites le test avant de les choisir sur leurs critères physiques et vous prenez les premières sans tenir compte de leurs critères physiques. On va bien rigoler, je crois. Non, mais c'est un concours de beauté après. Hein. Oui, mais après côté des gens raison plus pour ne pas faire de test de culture générale si c'est un concours de beauté. Après, oublions pas quand même qu'elle se balade dans toute la France pendant 1 an. Il faut quand même qu'elle faut savoir parler, il faut savoir quand même discuter avec les gens, être un minimum cultivé. Je pense que ça, c'est normal. Mais n'oublions pas quand même celles qui ont envie aussi de participer à ce concours. Il n'y a personne qui les oblige. Il n'y a personne qui leur met un pistolet sous la tempe. Ah oui, non, c'est sûr. En bikini, en direct sur TF1. Il n'y a personne qui les oblige. Je vous propose d'écouter Geneviève de Fontenay. Vous parliez tout à l'heure de modernité. Eh bien, écoutez, Geneviève de Fontenay, on en parle après. Oui, non, mais ça tient pas debout. C'est une institution maintenant. Miss France, ça date depuis 1920, 1930, la Bégou Magacan qui a été élue, etc. Mais quand il dit qu'on juge les femmes que sur leur physique Oui, mais c'est pas le problème aujourd'hui. Le comité Miss France était déclaré en 54. Oui, c'est aux grandes gueules, avant de partir, ils annonçaient Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. Alors il faudrait peut-être se renseigner avant de faire des informations. Bon, cette question, est-ce que c'est pas un peu ringard, Miss France, aujourd'hui? C'est vrai. Alors, le point positif, on l'a pas dit encore, mais ça représente les régions de France. Mais la mise en scène, tout ça, c'est un peu dépassé, non? La mise en scène, la musique, la façon effectivement de concevoir le déplacement en maillot de bain. On pense au défilé Victoria's Secret qui vient d'être annulé aux États-Unis. On se dit, est-ce qu'on n'est pas finalement aujourd'hui dans cette tendance avec une volonté peut-être de s'affirmer différemment, déjà de sortir des diktats, ceux qu'on nous impose depuis des décennies. Je parle aux femmes qui nous regardent et qui vont me comprendre très certainement. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un autre registre, d'autres valeurs, peut-être de solidarité, de bienveillance, qui ne correspondent pas à ce concours de jolies gambettes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Laurent Ruquier? Pourquoi il a sorti ça comme ça dans son émission? C'était juste une vanne ou il le pensait? Il est en face avec les grosses têtes, donc il l'a dit, c'est expliqué sur Twitter, c'était une vanne. Après, je pense, il sait très bien que de toute façon, Miss France fera 7 millions et qu'il ne dépassera pas 3 millions. Il ne dépassera pas. C'est tous les ans comme sans ça. Être désagréable. Donc voilà, il le sait. Je pense que c'est plus une vanne qu'autre chose, moi. C'était une vanne et par rapport à ceux
qui prétendent qu'il faut arrêter le concours Miss France au nom du féminisme, moi je dis qu'il faut arrêter avec les féministes de pacotille. Le vrai féminisme, c'est de permettre aux femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Il n'y a personne, on l'a dit tout à l'heure, qui oblige les Miss à faire un concours et elles savent très bien le bénéfice qu'elles peuvent tirer, soit en étant administratrice télé ou avoir des contrats publicitaires, en gagnant ce concours. Mais est-ce que c'est féministe Miss France aujourd'hui, malgré Sylvie Tellier et la modernité qu'elle peut apporter à ce concours? Les anciennes Miss disent, oui justement, au nom du féminisme, il faut qu'on arrête de nous juger. Si on participe à ce concours, c'est qu'on en a envie que les féministes, soi-disant les pseudo-féministes, arrêtent de parler à notre place. C'est ce que les anciennes Miss disent. Je sais pas, moi, Julia, vous êtes partagée? Un peu partagée, un peu dérangée même par ce discours, parce que moi, je me considère comme féministe, et je suis désolée de vous raccrocher ça à l'aspect lucratif de la chaîne de télévision qu'est TF1. Je ne suis pas certaine que les petites filles qui regardent actuellement le spectacle de Miss France se disent, bah tiens, je vais penser à Elisabeth Badinter avec une volonté de m'affranchir, de m'affirmer, de prendre la parole, de penser à l'égalité avec les hommes. Je suis pas certaine que ce soit raccroché à ça. Donc, pour qu'il y ait vraiment, à mon avis, une modernité, il faut qu'il y ait une refonte globale de ce qu'est le concours de Miss France. Et peut-être aussi avec, au-delà de Sylvie Tellier qu'on connaît, peut-être des femmes qui soient dans le circuit de réflexion à TF1 pour apporter autre chose que cette vision, parfois, somme toute, assez machiste. Moi, je pense que c'est compliqué. Très rapidement, dernier mot. Ça va être très très compliqué de moderniser un concours comme ça. Je pense que c'est soit il va rester comme ça, soit il va être amené à disparaître, mais ça va être hyper compliqué de moderniser. Très bien, mais écoutez, rendez-vous le 14 décembre à Marseille, évidemment. Cela fait 2 ans que Johnny Hallyday nous a quittés. Il manque toujours autant à ses fans, mais surtout, c'est un vrai business entre les concerts hommages, albums posthumes, il y en a déjà 2, expos, futurs musées. Bref, Johnny continue de faire vendre, même après sa mort. Mais est-ce que ça passionne toujours les Français ou est-ce que c'est nous, les médias, qui en faisons peut-être un peu trop? Évidemment que ça passionne les Français. Johnny Hallyday, la plus grande star de la chanson française, je ne pense pas me tromper en disant ça, est mort il y a 2 ans. 2 ans, c'est hyper tôt. Pour vous donner un ordre d'idée, les chanteurs morts qui vendent le plus d'albums et qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires dans le monde, Michael Jackson, il est mort en 2009. Elvis Presley, mort en 77. Bob Marley, mort en 81. John Lennon, mort en 80. Jimi Hendrix, mort en 70. Et Tupac, mort en 96. Il génère entre 3 et 75 millions de dollars par an. Donc Johnny est mort il n'y a que 2 ans. Donc pour moi, c'est normal qu'il continue de susciter l'intérêt. Puis on peut même regarder chez nous en France, il y a 40 ans, quand Claude François est mort. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Claude François? Même un gamin de 15 ans sait chanter aujourd'hui Alexandrie, Alexandra. Il y a toujours des films. Il y a toujours des films, il y a toujours de l'actu. Après, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est hyper lucratif, Johnny Hallyday. Depuis mars, là, sur les derniers chiffres, on est déjà à 7 millions d'euros qui vont être attribués aux héritiers uniquement sur la vente des disques. Pourquoi ils vont s'en priver? Les Français sont demandeurs. Les autres sont là pour donner. Oui, je pense que les fans, surtout, c'est ça qui est important, c'est le cœur du sujet, ont envie de communier encore avec leur idole. Quand bien même il est mort, pour eux, il est toujours vivant. On a vu à quel point il y avait une ferveur à l'Olympia le 1er décembre dernier de ce concert, entre guillemets, hommage avec une projection de Johnny. Johnny, c'est quand même 262 Olympia au cours de sa carrière. C'est des duos extraordinaires, magiques, qui restent dans l'imaginaire du public français et qui d'ailleurs le partagent aussi avec la nouvelle génération. Et puis je pense qu'il y a quelque chose chez Johnny qui est à la fois, comme tu le disais, l'idole de tout un pays et en même temps quelqu'un de très humain, de très faillible, à qui on peut aussi s'identifier. Et je pense que c'est le terreau de l'amour qu'ont les gens pour lui. Et Julia, vous parliez des fans, justement. Je voudrais que l'on regarde cet extrait qui a été diffusé. C'était aujourd'hui dans le JT de 13h de TF1, des fans qui se sont rendus, recueillis sur la tombe du rocker. C'était la nuit dernière à Saint-Barth. Ils ont traversé un océan, voyagé pendant 13 heures, simplement pour être là. Et entonner quelques paroles des plus grandes chansons de Johnny Hallyday, aux côtés de sa femme Laetitia et de leurs 2 filles. 2 ans après sa disparition, des dizaines de fans de la première heure sont venus rendre hommage au rocker. Ça fait 1 an et demi qu'on économise, oui. Toutes les primes, mes heures supplémentaires, mes samedis travaillés, c'était pour Johnny. Voilà. Il fallait, c'est pour Johnny. On le voit partout, on l'imagine, on a besoin d'entendre sa voix. Nous avions un débat en off très intéressant sur la tombe de Johnny Hallyday qui était à Saint-Barth, pourquoi pas en France. On en a déjà parlé, c'est vrai que ça fait 2 ans, mais... Non, mais enfin, qu'elle soit en France ou pas, c'est la famille qui a pris la décision oui, de même Johnny Hallyday qui a pris... Enfin, apparemment, c'est apparemment, Johnny. Ça viendrait même déjà de son vivant. Mais là où on peut se poser la question, c'est forcément, il va falloir faire quelque chose ici, parce que personne ne peut... Enfin, très peu de monde, en tout cas, ne peut se payer le voyage quand même pour aller sur la tombe de Johnny. Il en faut des milliers d'euros pour aller là-bas. Bah, sinon, on n'y va pas.
Bah oui, mais quand on est fan, c'est comment, Mathilde? Je sais pas, on achète les disques, les expos, les musées, justement. Il y a... En parlant de disques, la maison de disques aussi a compris qu'il y avait beaucoup de pognon à faire. 44 albums qui vont ressortir toutes les années à chaque période. Est-ce que c'est pas un peu trop, ça aussi? Bah non, parce que ça se vend. Pourquoi ils s'arrêteraient? Mais est-ce que les gens vont pas en avoir marre? Au bout d'un moment, je sais pas, si tous les 6 mois il y a un nouvel album, là il y avait Yvan Cassar qui a sorti un très bel album d'ailleurs, je le reconnais, hein. Philharmonique de Londres, tout à fait. Les musiques, ce sont les mêmes tubes qui sont en fait, au final réenregistrés avec une nouvelle version, mais ça reste les mêmes tubes que l'on connaît tous, il n'y a pas vraiment de nouveauté. C'est 300 000 albums vendus en l'espace d'un mois et demi, donc c'est un carton. Yvan Cassar, c'était son directeur artistique à Johnny Hallyday, donc on imagine qu'il a parfaitement retranscrit ce que souhaitait l'artiste. Et je pense que quand on aime, on ne compte pas. C'est-à-dire, je parle pas forcément que de l'aspect pécunier, c'est-à-dire que les gens, ils ont aussi besoin d'avoir Johnny avec eux, c'est-à-dire un album, c'est-à-dire un livre. Je veux dire, c'est essayer de le toucher par procuration, même s'il n'est plus là aujourd'hui. J'aimerais que l'on parle aussi de Jean-Baptiste Guégan. Vous le connaissez, bien sûr, c'est le sosie vocal de Johnny. On ne peut pas nier, il surfe évidemment sur la mort de Johnny Hallyday puisqu'il a exactement la même voix, il la travaille aussi cette voix, c'est pas du hasard malgré ce qu'il peut dire. Est-ce que ça vous choque qu'il sorte un album avec une pochette qui soit similaire un peu à l'univers de Johnny? Alors Jean-Baptiste Guégan, je peux en parler parce qu'on l'a interviewé dans Entrevue avant même que Johnny soit mort et avant même que les gens sachent justement, c'est intéressant. Avant même qu'il fasse Incroyable Talent. Alors, Jean-Baptiste Guégan, pour l'avoir connu avant, tout le monde en parle, il est réellement fan de Johnny depuis très longtemps. Les spectacles, il ne s'est pas mis à en faire depuis que Johnny est mort, il en fait depuis des années. Ce qui se passe, c'est que depuis que Johnny est mort, en fait, c'est devenu la réincarnation de Johnny. Et donc forcément, les gens, puisqu'ils ne peuvent plus voir le vrai Johnny en concert, ils peuvent entendre encore sa voix. Et de là, l'engouement est venu. Mais croyez-moi, ça n'a pas été facile pour Jean-Baptiste Guégan. Il frappait à toutes les portes. Les gens disaient oui. Oui, parce que Johnny était encore là. On avait peur qu'il fasse concurrence et qu'il cannibalise Johnny. Mais c'est pas un arriviste qui est arrivé quand Johnny est mort. Il est là depuis des années. Julia n'est pas du tout d'accord. Je respecte parce que vous avez eu la chance de l'avoir en interview, donc c'est intéressant de connaître son parcours. Pour autant, moi, je suis extrêmement gênée face à cet artiste à qui je souhaite principalement de sortir de cette espèce de fantôme. C'est-à-dire il y a quelque chose de mortifère qui moi, me dérange. Alors, je n'en veux pas à ce garçon qui a certainement envie d'y arriver. Ce que je peux lui souhaiter de mieux, c'est d'arriver à composer par lui-même des chansons écrites pour lui, par lui, d'arriver à sortir de cette espèce d'imitation de Johnny Hallyday et de créer son propre chemin. Je pense que c'est rapidement. C'est surtout la prochaine étape, je pense, en fait. Je lui souhaite, ça sera très difficile, je pense. Je pense qu'il fallait se faire connaître du grand public et ensuite, il va pouvoir partir sur de la création. Allez, on continue de parler argent, ça tombe bien. Véronique Jeunesse, c'était elle l'invitée de Jordan Deluxe sur notre antenne. C'était cette semaine. Elle a dévoilé le salaire qu'elle touchait à l'époque. Il faut le préciser, ce n'est plus maintenant. Pour la série Julie Lescaut, on regarde et puis on en parle après. Et on était payé combien, Véronique? C'était à peu près une fourchette. C'était de l'ordre de beaucoup. 100 000. Vous avez le chiffre, vous 100 000 pourquoi? 100 000 par exemple pour un mois. Mais un mois, ça veut rien dire. Un mois de tournage. Un mois de tournage. Par épisode alors. Par épisode. Oh, un peu plus quand même. 200 000 euros par épisode. Ça tournait au moins autour de ça, oui. 200 000 euros par épisode. Oui, au moins, oui. Ah ouais, quand même. Oui, oui, on va pas le cacher. Hein. Non, mais bref, il y a des impôts évidemment dessus. Beaucoup, mais, on en payait énormément et on était content d'en payer énormément d'ailleurs. Il y a beaucoup d'impôts, oui, c'est sûr, 250 000 euros par épisode. On espère qu'il y avait des impôts dessus. Bon, ça vous choque ou pas? Pourquoi 200 000, c'est quand même une somme énorme. Il faut dire qu'aujourd'hui, révéler ce genre de chiffres à une époque où les gens sont dans la rue, ont peur pour leur emploi, leur retraite et ne peuvent pas remplir leur frigo, je peux comprendre que ça puisse choquer. Maintenant, si elle touchait cet argent-là, c'est que la chaîne et la production touchaient beaucoup d'argent. Si on lui donne ce cachet, c'est parce qu'elle fait gagner de l'argent. Et en plus, elle portait la série, puisque vous enlevez Julie Lescaut, vous n'avez plus de série. Tout à fait. Donc, à partir du moment où la chaîne gagne de l'argent et la production gagne de l'argent, pourquoi est-ce que l'héroïne principale ne pourrait pas avoir sa part du gâteau? Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on parle d'un autre temps, d'une autre époque pour les jeunes qui nous regarderaient ce soir. Aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver à signer une série sur le nom d'un artiste. C'était pas le cas dans les années 90, puisque Julie Lescaut, c'est de 92 à 2014. Elle n'a pas eu 200 000 euros tout de suite. Je veux dire, c'était vraiment un carrefour d'audience qui était extrêmement important, des parts d'audience qui étaient fortes. Donc, les 200 000 euros, elle est arrivée vers la fin de carrière, mais c'est amplement mérité à partir du moment où la production et le diffuseur gagnaient beaucoup plus d'argent qu'elle encore. Mais c'est l'éternel débat. On ne va pas venir sur le sujet des footballeurs, mais c'est pareil. Il y a des sommes astronomiques comme ça choque aussi les Français. Oui, puis il y a une histoire de quota aussi, il ne faut pas l'oublier, sur des acteurs. Ils ont une valeur, en fait, ces acteurs, sur la sympathie, au moment où c'est diffusé sur les chaînes de télévision. Donc, à partir du moment où la sympathie est haute, forcément, on les rémunère. Est-ce que vous savez combien était payé Roger Hanin pour un épisode de Navarro? J'ai trouvé le chiffre, 475 000 euros par épisode. Non, mais là, ça n'existe plus. On est très, très loin de Véronique Jeunesse et de ses 200
ou 250 200 000, c'était 200 000, oui. Et il était à 3 millions de francs, 457 000 euros. C'est incroyable. Bon, il faisait aussi entre 14 et 20 millions de téléspectateurs aussi. Hein. Vous parliez de Roger Hanin, justement. Il y a Mimimati aussi, qui est toujours cette fois, parce que Julie Lescaut, c'est terminé. Maintenant, il y a toujours Joséphine Ange Gardien sur TF1. On est dans quel chiffre aujourd'hui ? Alors Mimimati, elle a dit qu'elle touchait à l'époque 250 000 euros par épisode de Joséphine Ange Gardien, un cachet qui est diminué, qui est passé à 120 000 euros. Pourquoi alors ? Parce que la crise, tout ça. Là, il y a la crise, et puis c'est ce que disait Jérôme. Les émissions, avant, il y avait des séries qui faisaient 10, 15 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, avec l'éclatement des chaînes, plus le streaming, vous faites plus ces mêmes scores. Donc les recettes publicitaires ne sont plus les mêmes et les cachets ne peuvent plus être identiques. Après, Mimimati, c'est pas la seule. Vous avez, comment il s'appelle, Laurent Ronac, qui touche à peu près 100 000 euros pour Camping Paradis. Par épisode par Camping Paradis. Et puis moi, je peux juste faire une petite parenthèse. Ah oui, on est toujours choqués parce que touchent les acteurs français, mais on compare jamais avec les autres acteurs étrangers. Aux États-Unis notamment. Aux États-Unis. On fête les 25 ans de Friends. Oui. Les acteurs de Friends, à la fin, les 2 dernières saisons, ils touchaient 1 million d'euros par épisode de 20 minutes. C'était en 2004, hein, je précise. C'était en 2004 et puis on n'est pas tout à fait dans la même écriture non plus. Hein, ni dans le même nombre de téléspectateurs. Ni dans le même nombre de téléspectateurs. Et puis Friends, c'est pas TF1. TF1, c'est quand même très industrialisé dans cette façon de consommer aussi la série télé. Et Friends, c'est dans le monde entier, effectivement. Et ça se vend encore aujourd'hui, la preuve, c'est sur Netflix et ça cartonne encore. On va passer au 4e thème de la soirée. Marie Saint-Filtre, à présent, elle a été écartée de la Grande Darka sur C8. Je pense qu'il y aura des choses à dire. Une décision survenue, parce qu'elle n'a pas été prise, mais ça on va en parler. Une décision survenue suite à son buzz lors de la marche contre les violences faites aux femmes. Regardez à quoi ça ressemble et puis on en parle après. Non, il faut que vous partiez, s'il vous plaît. C'est une zone non violente. Ah non, je connais pas ça. Merci de vous mettre sur le côté. Vous voulez pas un peu, vous assure, ça fait du bien. Il adore ça. Il aime ça, c'est très bien. Parfois, il y en a qui meurent, qui meurent dans mes bras, mais c'est passionnel. Je vous demande d'aller là. Bon, j'aimerais une réaction de votre part déjà à ces images que l'on vient de voir. Julia. Je suis très mal à l'aise en fait, parce que c'est vrai que cette jeune femme, moi je ne la connaissais pas, je pense que c'est générationnel, je suis pas très YouTube, donc je suis allée regarder ce qu'elle faisait. Donc son slogan, c'est mieux révéler la réalité comique qui se cache dans l'actualité. Quand on part de ça et quand on voit ce qu'elle fait, je veux dire là c'est même pas raté, c'est vraiment extrêmement malvenue. Je rappelle que cette marche, elle a été organisée dans le cadre des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, qu'on est dans une année record malheureusement, puisque 140 femmes ont été tuées par leur conjoint, et qu'elle s'autorise à faire un happening pour finalement essayer de transgresser les codes. On ne comprend même pas le message qu'elle essaye de faire passer. Là, j'ai envie de dire que vraiment, si cette personne se considère comme humoriste, je pense que c'est pas son métier et qu'elle a raté la voie, quoi. Alors là, c'est plus en termes de position d'homme que je prends ces images aujourd'hui. On ne demande pas à l'un ou l'autre d'être par-dessus l'autre, que ce soit la femme par-dessus l'homme ou l'homme par-dessus la femme. Aujourd'hui, les femmes, elles se battent face à une responsabilité qu'on a, nous, les hommes, peut-être plus nos anciens, mais en tout cas qu'on a tous indirectement les hommes. Et aujourd'hui, fouetter devant les caméras 2 hommes torse nu, enchaînée. Et surtout pendant la marche contre les violences faites aux femmes. C'était la première, elle était importante. On savait qu'elle allait être regardée, elle allait être suivie. C'était un coup de poing sur la table, en fait, que ces femmes et ces hommes qui étaient dans ce cortège menaient. Eh ben, cette image-là, fort heureusement, on n'est pas sur une personnalité qui est hyper connue en France. On va aussi un petit peu redescendre. Non, mais on en a beaucoup parlé. Je veux dire, le Parisien a titré là-dessus, les Inrocks, tout le monde a repris cette information. Parce que, comme tu le dis, je pense que d'un point de vue du symbole, c'était extrêmement dérangeant, ce happening. Je veux dire, qu'elle se résume à faire des happenings sur les défilés Etam ou Chanel, ça ne me dérange pas. Je veux dire, ça n'a aucun impact sur personne. Mais là, quand le message est si fort et si important dans ce contexte aujourd'hui, non. On va quand même revenir sur l'actualité qui est, je le rappelle, qu'elle n'est plus dans la Grande Darka sur C8. Elle a expliqué, c'était au Huffington Post, il me semble que, eh bien, elle était partie d'un commun accord car l'émission lui prenait trop de temps. Une décision qui aurait été prise il y a 1 mois, donc avant cette fameuse marche. Est-ce qu'on y croit ou pas? Moi, je dis, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a pas le temps et qu'elle a d'autres projets. Elle est youtubeuse. Quelle est la meilleure visibilité aujourd'hui, quand vous êtes youtubeuse, que de faire une émission d'Hanouna? Moi, j'en connais pas. Donc après, qu'elle nous dise oui, c'était prévu depuis longtemps,
J'ai beaucoup de mal à le croire. J'ai beaucoup de mal à le croire. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, elle a fait une récupération un petit peu malsaine avec cet événement. Dans la vie, on dit souvent, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment et pas n'importe quand. Quand vous vous attaquez à un sujet aussi grave que la violence faite aux femmes, c'est des sujets qui est resté très longtemps dans l'ombre. Des femmes battues ne pouvaient pas parler. Il y avait une véritable omerta. Le sujet était tabou. Quand vous vous attaquez à un sujet aussi grave, il faut au minimum le faire bien. Là, c'est pas bien fait. Le timing est mauvais. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est drôle? C'est même pas drôle. Si elle veut faire, à la rigueur, si elle veut rigoler de ce sujet, elle fait un one-man show. Elle le fait dans une salle avec des gens qui viennent pour ça, mais elle ne vient pas faire de la provoque sur cette première manifestation, comme Jérôme l'a dit, à l'occasion de cet événement. C'est trop grave. Donc elle n'avait pas sa place dans la Grande Darka sur C8, d'après vous? Dans la Grande Garta, non. Je ne veux pas faire un amalgame. Ce sketch-là a été raté, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la place pour d'autres. En tout cas, elle n'est plus dans l'émission suite à cette marche-là. Peut-être que Cyril Hanouna aussi s'est rendu compte après quelques semaines que pas la première polémique. Ça ne fonctionnait pas, que c'était pas la drôle. première polémique. Il y a eu le défilé Chanel, je disais, le défilé État. Mais la je marche pense des que fiertés aussi. Et la marche des fiertés aussi, où elle était apparue comme une personne très catholique, très à droite, très filmé des gens à traditionnaliste. l'écran sans les flouter, qui n'avaient pas forcément fait leur coming out. Ça avait fait une grosse polémique. On n'est pas la première polémique. Compliqué. Effectivement, je pense que Cyril Hanouna, en tant que producteur de l'émission, a parfaitement le droit aussi de se dire qu'il a un droit de réserve par rapport à ce genre de sortie. Oui, et puis peut-être que ça a même, peut-être qu'il n'y a rien à voir avec ce qui s'est passé aussi. Il a peut-être trouvé aussi que son travail n'était pas à la faire pour son émission. Je trouverais la coïncidence bizarre. En tout cas, elle aura beaucoup de temps maintenant. Ah bah là, oui, pour faire autre chose. C'est le point positif, pour faire plein de buzz. Voilà, on a hâte de voir la suite. On va parler cinéma avec les producteurs de James Bond qui ont dévoilé cette semaine la bande-annonce du dernier volet de la fameuse saga. Mourir peut attendre, une sortie qui est prévue pour avril prochain. On regarde donc cette bande-annonce. Why would I betray you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. Bon, je ne sais pas si autour de cette table ce soir il y a des fans de James Bond, mais est-ce que c'est toujours un événement cette sortie? Vous êtes excité ou pas par ce film? Personnellement, non. Personnellement, je suis pas excité. Ah bah ça se voit, oui. Je suis pas du tout client de James Bond. Je crois peut-être en avoir vu un quand j'étais gamin, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Mais sur les deux derniers, on est quand même entre 800 millions et 1 milliard de recettes. Ouais. C'est plus que Star Wars. C'est autant que Star Wars, pardon. Donc je pense que oui, c'est un événement et je pense que les gens attendent ça. Ouais. Bah, c'est une marque quand même, James Bond. Moi, c'est pareil que toi, je suis pas forcément très fan, mais c'est près de 60 ans en fait de carrière. Un Daniel Craig qui aussi incarne à la perfection avec ce flegme britannique, ce côté un peu sexy mais très intériorisé. C'est son dernier en plus. Son dernier, oui, c'est son dernier, 5e et dernier pour lui. Et puis je trouve que quand même, ce que j'ai aimé, on voit dans la bande-annonce, ça s'est aussi vachement modernisé parce que là, il va y avoir l'agent 00. Ça veut dire que ça va être une femme qui va être là, mais c'est pas l'amoureuse de James Bond, c'est pas l'amant de James Bond, c'est pas celle qui va mourir à la fin. Oui, il n'y a pas une histoire amoureuse entre les deux. C'est une espionne. Il y a une scénariste qui a été recrutée sciemment, qui a été recrutée pour dire que le monde a changé justement et qu'il fallait changer l'image de la femme dans la série James Bond. Décidément, on reste toujours n'importe les thèmes qu'on aborde, eh bien les femmes sont Marie s'infiltre dans le prochain James Bond. Hein. Ou pas. Jérôme, alors James Bond. Sur James Bond, il y a un fait qui est extraordinaire. Le premier James Bond, Dr. No, il date de 1962. Ça fait 57 ans. 57 ans. Quelle franchise au monde peut se targuer d'avoir fait 25 films en quasiment 60 ans? Ça fait une moyenne de 2 films et demi par an. Un film tous les 2 ans et demi, pardon. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a aucune franchise qui peut se targuer d'avoir ces chiffres. Et comme le disait Jérôme, avec un box-office incroyable. James Bond, depuis la création de la franchise, c'est 4 milliards de tickets de cinéma vendus, 15 milliards de recettes dans le monde, 213 millions de dollars de recettes par film. Le dernier James Bond, Skyfall, 1 milliard, Spectre, 800 millions. Et le plus mauvais James Bond de l'histoire, Permis de tuer, sorti en 89, 290 millions de dollars de recettes. Le plus mauvais. Oui, donc ça reste largement honorable. Vous faites un micro-trottoir dans la rue, qui ne connaît pas James Bond? Oui, moi, je mets ma main à couper, 100% des gens que vous allez interroger connaissent James Bond. C'est ancré dans la culture, c'est passé de génération en génération, c'est ancré dans la culture populaire. Casting de fou aussi, hein, Daniel Craig, on l'a dit, Léa Seydoux, Rami Malek, que l'on a connu dans le film Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, merci beaucoup. Oscar. Est-ce que c'est aussi, tout à fait, un Oscar, est-ce que c'est aussi le point fort de ce film? Les gens vont peut-être aussi se déplacer pour le casting.
Oui, là, le casting donne vraiment envie. On a une Française, Léa Seydoux, qui revient parce qu'elle était déjà là dans le dernier film. Elle On va est pas essayer morte. Voilà. Elle Et est on pas va essayer morte. de comprendre la relation qu'elle a avec James Bond. Et puis moi aussi, ce que j'aime finalement dans ces films-là, donc on sait très bien qu'il y a des courses-poursuites avec les Aston Martin, etc. Mais c'est des cartes postales, en fait. Il n'arrête pas de voyager dans le monde. Le premier producteur qui s'appelait Brocoli, ça m'a fait rigoler, il disait quand on met de l'argent, ça doit se voir à l'antenne. 250 millions pour cet opus. Et là, du coup, on le voit en Norvège, à Cuba, à Londres, en Italie. Je trouve que ça fait rêver aussi James Bond. Pour donner un ordre d'idée, donc effectivement, le prochain opus qui va sortir, c'est 250 millions de budget. C'est le record de l'histoire de James Bond. Pour vous donner un titre, une comparaison, le dernier Star Wars, c'était 200 millions de budget. Là, le prochain James Bond, je crois 250. qu'il est juste derrière le dernier aussi, Avenger The Endgame, C'est qui ça, ils reste sont pas très loin. encore au-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un énorme coup de production. Enfin, en même temps, ça va rapporter énormment d'argent aussi. Ah oui, donc, oui. Très rapidement. Très rapidement, là où je suis pas d'accord, c'est sur le casting. Moi, je pense que la franchise James Bond est suffisamment forte pour vous pouvez mettre n'importe qui ou pas n'importe qui. Même si Daniel Craig, c'est sa dernière. Vous mettrez un autre, vous verrez que ça marchera quasiment tout autant, voire. C'est parce qu'il veut le faire. Hein. Eh bien, écoutez, les castings sont lancés pour le prochain James Bond dans 3 ans. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce débat et l'actualité continue sur Non-Stop People. À très vite. Choisir son forfait, c'est compliqué. Pas chez Red, il y en a qu'un. Alors, pourquoi tout ne serait pas aussi facile? Comme désigner un suspect. Quand il n'y en a qu'un. Tout devrait être aussi facile que Red. À Noël, 60 gigas, 12 € par mois au lieu de 15 €, sans engagement. Red by SFR. La 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 la.